commencer notre escapade automnale par Toulouse pour y embrasser nos enfants et petits-enfants. C'est précisément ici que nous avons visité l'exposition éphémère Mr Freeze, la plus grande exposition de street art de France dans les anciens locaux Latécoère. Cette exposition est devenue l'un des plus grands événements de street art en France. Une exposition aussi monumentale qu'éphémère. Elle a débuté le 30 septembre et se terminera demain, le 8 octobre. Pour cette immersion au cœur de l'univers de l'art urbain et du graffiti, l'organisateur, faute au graphe, a concocté un programme de choix. Il réunit pas moins de 45 artistes internationaux, reconnus et émergents, le tout dans une ancienne friche industrielle dédiée à l'aviation, réhabilitée en lieu culturel, avenue Louis Breguet à Toulouse. Durant une semaine, ils ont eu carte blanche pour investir les murs et les volumes de l'espace Cobalt sur le site du 55 et donner naissance dans ce lieu aux proportions inhabituelles à des œuvres aussi éphémères que monumentales. Tous les styles sont représentés, du figuratif à la calligraphie, en passant par l'hyperréalisme et le pop art. On peut découvrir de très grandes fresques et des installations réalisées sur place ou des toiles issues de résidences d'artistes. L'idée est de se balader dans l'univers de chaque artiste à travers des œuvres inédites, conçues pour l'exposition, et aussi donner leur chance à des artistes qui débutent. Dans 2 jours, tout ce travail monumental disparaîtra progressivement pour faire place à une autre exposition d'un tout autre caractère. Nous poursuivons notre escapade vers Ax-les-Thermes, petite station thermale bien sympathique. Annick en profite pour y prendre un bain de pied bien chaud. Après avoir franchi la vallée d'Ax, nous passons une nuit bien fraîche au pas de la case. Et au petit matin, au lever du soleil sur la montagne, nous montons le col d'Envalira après avoir fait le plein en liquide, la station étant munie d'un distributeur de billets. Le col culmine à 2408 mètres. Enclave pyrénéenne, coincée entre la France et l'Espagne, Andorre fait partie de ces quelques contrées européennes grandes comme un mouchoir de poche, restées comme suspendues dans le temps. L'église Saint-Johann des Castellers à Canillo est classée au patrimoine culturel d'Andorre. Édifice unique dans le monde de l'art roman au clocher de style lombard datant du XIe siècle. Elle renferme les vestiges d'un Christ en majesté roman en stuc datant du XIIe siècle. Les porches sur les murs ont été ajoutés au XVIe et XVIIe siècle. La grille, réalisée uniquement au feu et au marteau, est un ouvrage populaire en fer forgé sans aucune soudure. Autour de l'église furent découverts les vestiges d'un cimetière médiéval.
Cette église majestueuse se trouve à 1 kilomètre du village de Canillo. La principauté, dont la création remonte à 780 sous le règne de Charlemagne, est régie par un système unique de paréage de 1278 et 1288. Ce contrat de droit féodal concède le trône andorran à 2 coprinces, l'évêque catalan d'Urgell et le chef de l'État français. Cette tutelle conjointe est, semble-t-il, largement symbolique. Le Mirador du Roc d'El Caire, à 1981 mètres, est un superbe belvédère lancé dans le vide avec sa magnifique statue impressionnante de réalisme. D'ici, nous découvrons les traces d'un ancien glacier qui s'est formé à Andorre depuis 2 600 000 d'années et qui a façonné l'actuel relief en forme de U des vallées de la principauté. Nous devinons au fond de la vallée la ville d'Andorre-la-Vieille. Une autre caractéristique à souligner de ce mirador est qu'il est habité par des rapaces très singuliers. Certains peuvent être vus toute l'année, tels que l'aigle doré, le gypaète barbu ou la buse variable. Nous empruntons la route qui monte vers la station de ski d'Arinsal et traversons le village fleuri d'Ordino qui se pose en étape incontournable de la visite du pays. Charme discret, opérant au cœur d'une nature somptueuse et préservée. Nous traversons plusieurs villages ou hameaux qui sont disséminés sur la route au cœur d'une forêt dense et très colorée. Ordino fait assurément partie des villes d'Andorre qui ont su le mieux préserver l'environnement originel qui les entoure. Dans un espace de haute montagne, caractérisé par des sommets majestueux et une nature verdoyante, très ensoleillée l'été et réputée pour son enneigement abondant pendant l'hiver, ces maisons en pierre traditionnelle respectent les critères d'une architecture séculaire typiquement locale. Le village andorran d'Ordino est dominé par le pic Casamagna, qui culmine à 2740 mètres d'altitude et ferme la vallée qui l'abrite. Dans les montagnes, un autre monde nous attend, non touché par le tourisme de masse et loin des centres commerciaux. Arinsal, tout comme Ordino, se trouve au milieu de cette tranquillité, dans une des plus belles vallées du pays. premiumbeat.com Yavorsi est une municipalité de montagne du comté d'El Palars à 811 mètres d'altitude. Sa situation géographique au confluent de 3 vallées ont fait de Yavorsi un centre de service dans cette zone qui inclut plusieurs communes. Les maisons du village sont regroupées les unes sur les autres, ce qui donne l'impression qu'elles sont devenues prisonnières des montagnes qui les entourent. Le village conserve son air pyrénéen grâce à la restauration de maisons anciennes et aux nouvelles constructions qui ont toujours respecté les critères du reste de l'ensemble.
Il faut souligner que la partie ancienne de la ville est parfaitement conservée. Les rues sont étroites, pavées et avec des pentes abruptes qui en font un environnement idéal pour faire des promenades. L'église est dédiée à Sainte Anne, décorée de peintures murales modernes. Son emplacement au croisement de rivières et de routes fait de Javorci le lieu de confluence de toutes les vallées, et une passerelle entre les terres plus basses de la moitié sud du Payars et les terres abruptes des hautes vallées vers le parc d'Aiguestortes. Nous poursuivons notre route vers le nord et arrivons au village d'Escalo avec sa tour Mirador qui domine ce village médiéval. Depuis Escalo, nous poursuivons notre balade pédestre au flanc d'une vallée parée de ses couleurs automnales. Nous cherchons la chapelle San Pere del Burgal. C'est un monastère bénédictin attesté depuis 859. Les peintures sont datées vers la fin du XIe, début du XIIe. La partie centrale de la chapelle fut restaurée afin de préserver les peintures originales. Nous quitterons le fond de la vallée pour monter vers Espot et le parc d'Aiguestortes. Le parc contient le plus grand nombre de lacs de toute la chaîne pyrénéenne, 190 lacs de plus d'un demi-hectare et 454 si l'on compte ceux qui s'assèchent pendant l'été. Nous avons décidé de nous rendre vers le lac Saint-Maurice. Nous pique-niquons sur ce parking et étant donné qu'il est impossible de monter avec notre véhicule, nous empruntons le 4x4 local, car la piste que nous empruntons n'est pas faite pour les véhicules de tourisme. Nous voici au départ de notre randonnée. Le parc est typique de la haute montagne, une grande partie étant située à une altitude supérieure à 1000 mètres, avec des sommets qui dépassent les 3000 mètres. Le lac de Saint-Maurice est l'un des plus grands lacs du parc, avec le lac de Nègre et le lac Gento. Il est situé au début de la vallée des Spots, l'une des deux principales vallées du parc, au pied de deux pics montagneux, les Encantas. C'est un lac de fond de vallée et le point de départ de la plupart des itinéraires dans l'est du parc. Nous longeons le lac sur toute sa longueur en vue d'atteindre les cascades. Étant donné la création ancienne d'un espace protégé et son accès relativement difficile, le parc national a pu préserver une flore et une faune dans un état presque sauvage. Malgré tout, la trace de l'homme est inévitable, le pastoralisme et le tourisme y sont très présents. Nous arrivons à proximité de la cascade. À la cascade de Saint-Esprit, l'eau, en tombant, a creusé à son point de chute des marmites de géants dans le granit, vasques polies, profondes de plus de 6 mètres pour certaines. Juste à côté, les glaciers du Quaternaire ont poli au lissage une série de pierres plates et minces en un lieu appelé la main de l'évêque. L'évêque de Séoud et Urgel
aurait glissé sur l'une des pierres et celle-ci aurait gardé l'empreinte de sa main. On trouve en abondance des lacs glaciaires datant du Quaternaire. Il faut retenir la présence de deux vallées remarquables. À l'ouest, la vallée du San Nicolaou, à l'est s'étend la vallée d'Escrita, émissaire du lac San Maurice, où nous sommes aujourd'hui. Le patrimoine biologique du parc est très riche. À toute altitude, il existe de petits écosystèmes, d'une part en raison des différentes altitudes et d'autre part à cause de l'orientation des versants. Ils sont produits par des ombrages, les rives des cours d'eau rapides ou les lacs aux eaux tranquilles. C'est ici, dans ce havre de tranquillité toute naturelle, que nous reprenons le 4x4 pour le retour à Espot. En continuant vers Biella, nous passons la grande station de ski de Baqueira, toute récente, et quitterons le Val d'Aran jusqu'à la montée du col du Portillon, bien connu des coureurs du Tour de France. Nous sommes arrivés au sommet du col d'Aspin à 1490 mètres, renommé lui aussi, et c'est l'heure du pique-nique. Nous nous installons au calme, avec seulement le bruit des clarines. Après le passage d'un troupeau de moutons, nous nous amusons de ce couple de corbeaux venant chiner quelques restes. Un peu plus loin, la Hourquette d'Ancizan. C'est une très vaste plaine dominée par le col du même nom. Tout au long de l'ascension, de nombreux animaux en liberté, en particulier les chevaux qui, comme on le voit, sont bien chez eux. Maintenant, laissez-vous porter par ces paysages hors du commun. Quittant la Hourquette d'Ancizan, nous faisons une promenade sur les bords du lac de Pailleul. Un peu plus loin, nous empruntons la vallée de l'Esponne qui nous conduit au magnifique site du Chiroulet. C'est là, à la source de l'Adour, que nous aimions passer des vacances au cœur de la nature en camping sauvage,
avec l'odeur du pain grillé au feu de bois. Hormis la végétation qui s'est imposée, rien n'a changé. C'est de là que nous partions en randonnée vers les lacs Bleus et Pérolade. Le site est protégé et le bivouac limité à une seule nuit. Nous arrivons à proximité d'Arudi. De la crête, nous profitons d'un superbe panorama sur les Hautes-Pyrénées. C'est une zone de pâturage réservée à l'élevage des moutons. Le village de Sainte-Colombe est situé en belvédère et domine la vallée. Selon la légende, le nom vient de Sainte Colombe, une jeune martyre à Sens vers l'an 300. Son nom béarnais est Santa Coloma. À cette époque, la commune comptait une abbaye laïque vassale de la vicomté du Béarn. C'est précisément à Sainte-Colombe que nous pique-niquons face à la montagne. Le plateau du Bénou est pour nous un lieu chargé de souvenirs. La chapelle du Hundas est située en un lieu pastoral, avec de nombreuses granges et troupeaux au printemps et à l'automne. Sur la route du col de Marie-Blanque, le plateau offre un superbe panorama sur le fond de la vallée en forme de U, témoin de l'érosion causée par le passage du glacier d'Osso, et sur les massifs alentours, immense zone pastorale. C'est un point de départ de nombreuses randonnées sur les différents plateaux, Hundas, Roland ou Técouer. Au col de Marie-Blanque, nous sommes arrêtés par un superbe troupeau de moutons que notre présence ne trouble aucunement. Nous abordons la vallée d'Aspe, une des plus belles vallées des Pyrénées. Elle s'étire le long du Gave d'Asque sur 40 km, jusqu'à la frontière, au col du Somport, marquant l'entrée de la vallée espagnole de l'Aragon. Dans cette vallée, nous passerons seulement à Atas, minuscule village avec son lavoir, où nous venions en vacances il y a bien longtemps dans cette maison. Nous traversons le massif forestier de Boisou pour aborder le site de la pierre Saint-Martin. C'est un haut lieu de la spéléologie. Avec un dénivelé de 1410 mètres, ces gouffres figurent parmi les plus profonds du monde. Aucune cavité de ces réseaux n'est accessible au public, mais une seule salle est accessible depuis 2010. Elle mesure 245 mètres de diamètre, 194 mètres de hauteur. On pourrait y entrer 6 fois la cathédrale Notre-Dame de Paris. Des recherches se poursuivent chaque année au-delà des 82 000 mètres de cheminement. Un village de chalets fut construit sur les rochers parmi les pins. C'est aussi une station de ski dite familiale. Depuis 1962, est située à la frontière espagnole à 1650 mètres d'altitude.
En montant vers le col de Bagarji, nous profitons d'un superbe paysage pour atteindre les chalets d'Irati. C'est là que nous passerons la nuit. Au petit matin, nous filons vers Saint-Jean-Pied-de-Port en passant tout d'abord par le plateau d'Irati. C'est une vaste cuvette pastorale entourée de montagnes. Par endroits, les falaises sont vertigineuses, mais le paysage ô combien sublime. La route continue vers la forêt d'Irati et la corniche d'Artabourou. Le paysage est grandiose et se passe de tout commentaire. Et c'est sur cette corniche d'Artabourou que nous terminerons notre escapade pyrénéenne. Nous sommes quand même passés par le Pays Basque et à Saint-Jean-de-Luz, nous nous sommes invités pour un concert local. De ce balcon, pour clôturer notre escapade, nous nous offrons un dernier coucher de soleil sur l'Atlantique.